à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire d'Action Margot. On espère que vous allez bien, on espère que vous avez passé une belle journée pluvieuse et on se réjouit de passer ce petit moment avec vous en cette fin de journée. Pour commencer, évidemment, on rappelle quelques bonnes pratiques. Donc, vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment en utilisant la fonction Zoom que vous devez commencer à connaître après 14 mois de pandémie. Q&A ou Q&R en fonction de l'application en français ou en anglais. C'est important d'utiliser cette option-là plutôt que le chat. Le chat, utilisez-le pour poser vos questions d'ordre technique, pour nous dire bonjour depuis la Corse, notamment. Merci, chère Claire. Oui, il fait apparemment grand soleil, il a bien de la chance. Et puis, levez aussi la main. Vous pouvez le faire, lever la main uniquement pour la table ronde. Donc, en fait, les intervenants vont faire leur présentation. Vous pouvez poser des questions pendant les présentations, évidemment, dans le mode Q&R. Et la main levée, ça sera au moment de la table ronde. Et ça sera à nous, évidemment, de désactiver votre micro pour que vous puissiez parler. Au niveau du déroulement de l'événement, vous avez reçu le programme, on se réjouit beaucoup. Alors, c'est un événement qui va être assez technique, hein, donc on va être vraiment sur la technique là, des assurances sociales. Donc, on va commencer par Olivier Mettler de l'OICO qui va parler de l'assurance perte de gain maladie, hein, qui est le premier intervenant dans le cadre de maladies notamment de longue durée. On aura le point de vue de Jean-Michel Marty du SSIE, le point de vue de l'assistance sociale, qui lui est du côté de l'employé, qui vit ces moments et qui l'aide un petit peu à se diriger dans les méandres des assurances sociales. Et puis enfin, on a le plaisir d'avoir Natalia Vaidli-Bacci de l'assurance invalidité qui va nous parler de l'AI, du rôle qu'elle doit jouer et des différentes règles liées à cette institution très importante quand on parle de capacité de longue durée. Voilà. Pour ma part, je suis Christophe Barmont, je suis cofondateur de l'OICO, je suis aussi fier membre du comité d'Action Margot. Action Margot, eh bien, c'est une association qui a été créée il y a plus de 2 ans par la Ligue genevoise contre le cancer, par l'OICO également, suite au décès de notre chère collègue Margot Perilla du cancer. Et puis, les gens de l'OICO d'abord se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer sa mémoire? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour apporter notre pierre à cet édifice difficile du cancer et surtout du lien entre le cancer et du monde du travail? C'est vrai que c'est quelque chose qui nous semblait relativement peu, enfin une place qui était relativement peu occupée. On voyait beaucoup de ressources humaines, notamment voilà, un petit peu dépitées, évidemment, par rapport à ces cas de cancer qui sont de plus en plus fréquents dans les organisations. Et puis donc, on a décidé de co-créer cette association. Et donc, si vous voulez soutenir l'association, vous pouvez devenir membre à titre individuel ou à titre collectif en tant qu'entreprise. Et en tant qu'entreprise, vous avez plein de prestations qui valent beaucoup plus que la cotisation que vous payez. Donc voilà pour la petite minute téléachat. Je vais passer maintenant à la présentation des intervenants. Alors, je ne vais pas les présenter, j'ai juste donné tout à l'heure leur nom et puis les thématiques qu'ils allaient traiter. Ils vont se présenter eux-mêmes. J'ai surtout envie de leur laisser la parole à ces intervenants. On va commencer par Olivier Mettler, qui est responsable des assurances chez l'OICO, puis qui va nous parler de perte de gain maladie, évidemment un acteur très important au début de ce processus qui peut être très très long dans les méandres des assurances sociales. Olivier, est-ce que tu nous entends? Oui, 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 Peux j'entends bien. activer ta caméra, c'est tout bon, je te Ah, vois. c'est tout bon. Bienvenue OK. Olivier, et puis la parole est à Ah, toi. merci Christophe, merci bien, bienvenue à tout le monde. Alors effectivement, donc on va parler de l'assurance perte de gain maladie, qui est une des assurances, un des outils qu'on peut utiliser donc, dans le cadre des assurances sociales, pour accompagner les collaborateurs en cas d'incapacité. Donc, voilà, le but d'aujourd'hui, c'est pas de faire un cours sur le système social, suisse. Ceci étant, on doit quand même poser quelques bases, quelques jalons. Donc, comme certainement c'est connu par tout le monde, on a un système de 3 piliers en Suisse. Le premier pilier, en l'occurrence, qui concerne notamment l'AVS et l'AI, avec un objectif de maintenir un minimum vital pour des personnes en fait, qui sont en incapacité de travail avant d'arriver à l'âge de la retraite. Et puis ensuite, bien sûr, à partir de l'âge de la retraite, qui peuvent bénéficier des fruits de leur travail en touchant des rentes AVS. Vous avez le deuxième pilier qui concerne en fait l'objectif de maintenir le niveau de vie en complétant le premier pilier qui est l'AVS. Ce deuxième pilier, on l'appelle LPP, province professionnelle, on a beaucoup de dénominations, ce qui complique parfois la tâche aux assurés et aux employeurs. À la LPP, on va rajouter également l'assurance sociale LAA qui va intervenir en cas d'accident. Et puis, vous voyez qu'il y a une petite astérix en bas dans ce deuxième pilier. Le premier et deuxième pilier sont bien sûr les assurances obligatoires. À contrario, la perte de gain maladie,
Donc, l'incapacité de travail, le revenu en cas d'incapacité de travail n'est pas une assurance qui est obligatoire en Suisse, ce qui explique, l'objet notamment de cet échange aujourd'hui, l'explication de texte, sur le besoin, l'utilité de cette perte de gain maladie. Et puis le troisième pilier est simplement le fait de vouloir compléter sa retraite, c'est le libre arbitre en fonction de la volonté de chacun et de l'envie d'améliorer ses rentes, à l'âge de 65 ans. Voilà, merci. La coordination des assurances sociales reste quelque chose de relativement complexe pour les personnes qui ne sont pas, rompues à cet exercice. Donc ce graphique est simplement pour montrer à titre d'exemple comment, selon le fil de la vie, le cours de la vie et des événements qui vont s'enchaîner, les assurances sociales peuvent intervenir. Donc sur ce schéma, vous voyez que dans le cadre d'une situation de travail, à un moment donné, une maladie va pouvoir, peut-être survenir, et vous aviez jusque-là un salaire à 100. Durant, en fait, votre incapacité de travail, il va y avoir différentes étapes. La première étape, c'est que le moment où vous êtes en incapacité de travailler, votre employeur peut avoir le choix de continuer à payer votre salaire à 100 ou alors avoir souscrit une assurance perte de gain maladie. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, pourra prendre en charge votre salaire entre 80, 90 et 100 de votre salaire selon la volonté de l'employeur. Cette durée des prestations va durer 730 jours, donc 2 ans. Et puis, dans ce délai d'attente, entre le moment où intervient la maladie et puis où intervient la perte de gain maladie, on appelle ça le délai d'attente, il peut y avoir une interrogation sur la prise en charge du salaire par l'employeur. Traditionnellement, on est sur du salaire à 100 selon une règle qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle l'échelle de Berne. La perte de gain maladie, va donner ses prestations, délivrer ses prestations tant que la personne est en incapacité de travail et comme mentionné, cette incapacité, elle peut durer jusqu'à 2 ans où les prestations maximum de la perte de gain vont intervenir et dans un laps de temps, qui souvent va intervenir après, un délai d'attente d'une année, la rente AI pourrait être, délivrée si bien sûr, au cours de l'instruction, du suivi des dossiers médicaux, on se rend compte en fait que la personne en capacité de travail, peut être bénéficiaire de la rente AI. Alors quand je dis qu'elle peut intervenir après une année, il ne faut pas attendre une année pour s'annoncer à l'AI. C'est un sujet en fait qui sera pris en charge notamment par, monsieur Marty tout à l'heure. Donc si on rentre dans une coordination entre perte de gain, maladie et rente AI, on voit que la perte de gain va s'arrêter au bout de 2 ans et puis les rentes AI vont continuer à courir. Elles auront une conversion à l'âge de la retraite pour devenir des rentes AVS. En règle générale, vous avez également l'intervention du deuxième pilier qui peut survenir après 2 ans. Le deuxième pilier plus le premier pilier, de manière générale, on essaye l'objectif du conseil fédéral était donné, d'avoir 60 de son dernier salaire. Avec le premier et le deuxième pilier. De nos jours, on compte qu'on oscille plutôt entre 50 et 60 du dernier salaire avec ces deux piliers. Merci. Perte de gain maladie, quelle obligation? Comme mentionné en préambule, c'est une assurance qui n'est pas obligatoire. C'est quelque chose de relativement, peu connu finalement parce que quasiment toutes les entreprises, les employeurs, souscrivent à cette assurance. Ceci étant, voilà, l'article, du code des obligations 324A dit simplement qu'en cas d'incapacité de travailler, sans faute de la part du collaborateur, il a le droit à son salaire pendant une période définie. Comme cet article, reste, relativement flou quant à la durée, on a été obligé de se baser sur la jurisprudence. La jurisprudence, elle a été traitée dans différents tribunaux, auprès du tribunal de prud'hommes et puis, si on peut se référer à la jurisprudence qui s'applique pour la Suisse romande, c'est la jurisprudence du canton de Berne et on a appelé en fait ces jurisprudences l'échelle bernoise. D'autres régions appliquent d'autres échelles, par exemple Zurich et Bâle sont actives. La conclusion d'une assurance perte de gain
donc comme mentionné, pas obligatoire, va permettre de compléter ou simplement de venir se substituer à l'obligation de l'employeur à cette échelle de Berne. Et puis, l'employeur qui aura souscrit une assurance gain maladie, finalement, va offrir des prestations plus longues sur la durée, donc plus avantageuses, ce qui délie l'obligation de l'employeur selon l'article 324A du CO. On va passer à la slide suivante. Simplement pour vous illustrer ce que représente l'échelle de Berne en comparaison d'une perte de gain maladie. Vous pouvez constater que la durée du versement du salaire à 100%, elle est prévue par la loi, selon la jurisprudence, là on prend le cas de l'échelle de Berne, selon la durée en fait de travail que vous avez auprès de votre employeur. Si on prend le cas de quelqu'un qui vient d'arriver dans une entreprise, donc dans sa première année de travail auprès de son employeur, l'échelle de Berne mentionne que l'employeur est tenu de verser le salaire à 100% pour un maximum de 3 semaines. Ensuite, en fonction des années, vous voyez que dans la deuxième année, vous passez à 1 mois, dans la troisième à quatrième année à 2 mois, pour arriver à un maximum de 6 mois de salaire plein quand vous rentrez dans votre 20e année de travail auprès de votre employeur. Contrario, la perte de gain maladie, elle va intervenir immédiatement en fonction peut-être d'un délai d'attente qui va être convenu entre l'employeur et puis l'assureur perte de gain. Et puis la durée des prestations est convenue pour une durée de 2 ans. Alors 730 jours par cas de maladie, en général c'est ce que l'on va retrouver sur le marché, en coordination avec l'assurance AI et la LPP. Lorsqu'on met en place un contrat perte de gain maladie, l'employeur peut imputer une partie de la prime, jusqu'à maximum 50% de la prime au collaborateur. Donc l'employeur a le choix finalement voilà, de déduire une part du salaire par rapport aux taux de prime qui sont impliqués dans les contrats perte de gain maladie. Ce que l'on voit la différence entre l'échelle de Berne et la perte de gain maladie durera toujours pour un même cas au maximum jusqu'à 2 ans, avec l'objectif de se coordonner entre les assurances sociales que sont l'AI et la LPP. L'échelle de Berne ne laisse peu ou pas de place à la coordination des assurances sociales. La durée du versement du salaire étant relativement faible, selon le nombre d'années de service que vous avez chez votre employeur, on peut avoir une lacune de couverture simplement en ayant pendant quelques mois, ça peut même être une année, en fait, une perte de salaire qui ne serait pas compensée. C'est la slide suivante. Merci. Donc la recommandation, elle est relativement simple. L'objectif est d'éviter cette lacune de couverture. Encore une fois, si vous prenez un exemple de quelqu'un qui rentre dans une entreprise et qui malheureusement se trouve malade avec peut-être une maladie qui va durer quelques mois, voire aussi quelques années, eh bien malheureusement l'échelle de Berne qui prévoit uniquement quelques semaines de versement de salaire limitera je dirais la compensation pour le collaborateur qui se trouvera certainement très vite dans le besoin. Donc nous, on recommande aux employeurs, même si cette assurance n'est pas obligatoire de le souscrire, dans la pratique, vous avez plus de 90% des entreprises qui souscrivent à la perte de gain maladie. Parfois, vous avez des entreprises, ce sont plutôt des indépendants ou des entreprises qui lancent, en fait, qui démarrent leur activité, qui souhaitent patienter 1, 2, 3, 6 mois avant la conclusion, simplement pour voir si le business démarre. Si c'est le cas et que vous êtes employé dans une entreprise qui n'a pas une perte de gain maladie, en tant qu'employé, vous pouvez toujours vous assurer individuellement. La loi le prévoit notamment dans le cadre de la LAMAL, où vous pouvez contacter votre caisse maladie et puis demander en complément aux frais médicaux de couvrir, de vous assurer pour la perte de gain en cas de maladie. L'assureur LAMAL n'aura pas le droit de refuser, comme c'est prévu dans le cadre de la loi. L'objectif de cette démarche, c'est simplement voilà, de se protéger pour vous et vos proches en cas d'incapacité, de perte de revenus. Encore une fois, la plupart du temps, votre employeur aura une perte de gain et puis s'il est agréable, il ne vous imputera pas de 50% des charges sociales. Voilà. Je remercie Christophe. À la prochaine. Simplement là pour rentrer sur la procédure d'annonce, donner quelques
quelques idées sur les démarches administratives qui sont relativement simples. Finalement, dans une entreprise, la plupart du temps, ça va être l'employeur qui va faire l'annonce du cas d'incapacité à son assurance perte de gain maladie. Donc, les ressources humaines, en général, récupèrent le certificat d'incapacité de travail du collaborateur, l'adresse à l'assureur avec une annonce d'incapacité de travail. L'assureur, ensuite, lui, va instruire le dossier. Instruire le dossier, c'est simplement de réceptionner le certificat médical et d'évaluer la durée d'incapacité. Très souvent, les médecins vont mettre une durée d'incapacité de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou de quelques jours en fonction de l'incapacité. L'assureur va pouvoir juger sur la durée et se poser la question s'il doit instruire le dossier ou simplement prendre note de l'incapacité et verser des indemnités d'assurance. La compagnie d'assurance peut demander des informations complémentaires quand elle n'arrive pas à évaluer la durée du cas. Son objectif, c'est simplement de pouvoir faire des provisions sur la durée du cas, donc de simplement imaginer combien d'indemnités va devoir verser, mais également d'accompagner l'employeur et le collaborateur dans les prochaines étapes. Dès que l'incapacité de travail dépasse le délai d'attente qui est convenu dans le contrat, on rencontre des délais d'attente qui peuvent être de 7 jours, 14 jours, 30, 60 jours. En fonction de ce délai d'attente, vous avez l'assureur qui va attendre que le délai d'attente soit dépassé pour produire son premier décompte d'indemnité et verser une part du salaire à l'employeur. Une fois que ce délai d'attente est atteint, en fait, l'assureur va simplement suivre le dossier avec les ressources humaines en demandant systématiquement de renouveler le certificat d'incapacité de travailler et puis, selon les besoins, encore une fois, de peut-être accompagner le collaborateur et l'employeur s'ils jugent le cas potentiellement de longue durée. C'est alors que vont intervenir peut-être les assurances sociales, notamment l'AI, en fonction de la durée du cas qui soit prévisible. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Merci Jean-Olivier, on se Je retrouve tout vais à céder l'heure. la parole à Christophe. Tu as un petit peu de travail là, il y a des questions qui t'ont été posées là. Je ça va. Voilà, Merci. puis oublie pas de mettre ta réponse et répondre en direct si jamais il y a une question à laquelle tu trouverais sympa de répondre en direct sur la table ronde. Ça me permet évidemment de vous rappeler la possibilité de poser vos questions, vu qu'on est dans dans une thématique qui est assez technique. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions aux différents intervenants qui vont essayer d'y répondre pendant la conférence. Et le cas échéant, on vous enverra, je ne l'ai pas dit avant, hein, on vous enverra une synthèse des questions posées avec leurs réponses après le webinaire, avec le replay du dit webinaire. On accueille Jean-Michel Marty, qui est directeur du SSIE, Service Social Interentreprise. Jean-Michel, on est hyper heureux de t'avoir, on est très fiers. Et puis, on se réjouit que tu nous en dises un petit peu plus, évidemment, sur ce que vit le collaborateur dans un peu appelé ça les méandres tout à l'heure, mais en tout cas dans les interactions qu'il a avec les assurances sociales et puis comment est-ce que vous les aidez. Jean-Michel, la parole est à toi. Merci Christophe, merci à l'Action Margot pour son invitation à ce webinaire. Donc Jean-Michel Marty, je travaille au service social interentreprise, qu'on appelle aussi des fois le SSIE, en tant que conseiller social et directeur. Je me propose de présenter brièvement l'association, les activités, les conseillers sociaux, et puis afin d'illustrer le parcours d'une personne en arrêt maladie et les assurances sociales, je veux créer la situation de Gabriel avec 4 scénarios possibles. Donc, le SSIE, c'est une association sans but lucratif créée il y a plus de 50 ans par des responsables d'entreprises qui souhaitaient que leurs employés confrontés à des difficultés diverses puissent s'adresser à une assistante sociale en toute confidentialité et puis en dehors de l'entreprise. Alors, les domaines d'intervention, on voit que les problématiques qui peuvent être traitées par un conseiller social sont variées, mais surtout multifactorielles. Notre association est composée de 5 travailleurs sociaux et on peut être sollicité sur des questions d'assurance sociale, des questions financières. On peut parler de budget, de désendettement, des questions familiales, de logement, de permis de retraite, de conflits au travail ou alors de suivi pour les personnes en arrêt maladie ou accident. L'intervention d'un conseiller social peut permettre à la personne de trouver une écoute sans jugement, d'évoquer d'autres problématiques et d'avoir tous les éléments en main afin de prendre la meilleure décision possible. Un conseiller social peut également aider à prendre conscience des règles du jeu, des ressources disponibles, redéfinir ses priorités, retrouver un équilibre, mais on n'est pas des psychologues. Dans tous les cas, c'est toujours la personne qui garde la main et qui décide des actions qu'elle va entreprendre.
Le cas pratique que je me propose d'illustrer, c'est la situation de Gabrielle qui a 45 ans, 2 enfants, 13 et 17 ans. Elle est divorcée, elle est employée comme experte au contrôle qualité et ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille au sein de cette entreprise. Elle est très appréciée et tout se passe bien pour elle. Donc, par contre, elle apprend qu'elle a une maladie et elle avait aussi des douleurs dorsales. Alors, ce qu'on voit pour planter le décor, Christophe, merci. Pour planter le décor de ce à quoi est confrontée Gabrielle, voilà une liste un peu non exhaustive des instances auxquelles elle peut avoir affaire. Donc, Gabrielle, elle est en arrêt depuis 2 mois. Elle est prise dans une certaine tourmente. Elle reçoit des courriers de l'assurance perte de gain. Elle doit signer des procurations. Et on lui parle d'AI. Dans le cadre de la procédure qui est mise en place avec son employeur, elle est invitée à contacter le service social. Du côté employeur, il y a une réelle volonté de faire en sorte que son collaborateur puisse être informé des démarches à effectuer, de ce qui peut être mis en place pour l'aider. Il lui propose donc de rencontrer une personne neutre qui va avoir une position externe à l'entreprise, qui pourra lui expliquer le fonctionnement des assurances sociales, lui garantir des entretiens confidentiels et permettre, avec l'accord de celui-ci, de faire le lien avec le réseau. Ça peut aussi être l'occasion d'évoquer d'autres questions qui la préoccupent. L'employeur va rester en lien avec Gabrielle tout au long de son arrêt de travail. Son rôle est central, d'une part pour que Gabrielle se sente considérée comme partie prenante de l'entreprise, d'autre part pour que l'employeur soit informé de l'évolution de son état de santé, de ses besoins, être ouvert à des mesures qui pourraient faciliter la reprise. Il a vraiment un rôle qui est important. En tout cas, sur le tableau, ça semble assez idéal. Par contre, pour Gabrielle, c'est une toute autre affaire. C'est plutôt un rendez-vous de plus qu'elle va devoir caser. Elle n'en voit pas vraiment le sens. Mais le conseiller social pourra l'aider à naviguer là-dedans et s'y retrouver avec toutes les démarches. Lors du premier contact téléphonique, Gabrielle nous fait part de son désarroi. Elle nous dit avoir sous les yeux la lettre de l'assureur perte de gain. Pour elle, le ton est donné. Tout en haut, c'est écrit en majuscule « sinistre ». Elle est un peu dépitée. On va pouvoir lui expliquer les démarches à venir. On va convenir du cas de notre intervention. Et puis, en fonction de ses demandes, de ses besoins, on va lui proposer un suivi qui va être vraiment adapté à sa situation. Gabrielle, elle a des questions sur son salaire. Elle ne comprend pas pourquoi son salaire a diminué. Alors, M. Mettler nous a déjà expliqué tout ça, mais effectivement, son salaire va diminuer parce qu'elle reçoit des indemnités de l'assurance perte de gain et c'est 80% du salaire. Alors, quand on lui parle un peu du principe des indemnités perte de gain en cas de maladie, Gabrielle découvre avec étonnement qu'elle est effectivement couverte pour 720 indemnités, mais que le compteur ne va pas s'arrêter, même si elle reprend à 50% ou à 60%, le décompte des indemnités continue. Et puis, le pire est à venir pour elle quand elle apprend qu'elle pourrait se retrouver sans revenu au terme des 720 jours, et puis ne plus être assurée aussi en cas de rechute, et ceci presque toujours à vie. J'espère qu'il y a eu quelques changements au niveau des assurances sociales. Si M. Mettler peut compléter après, ce sera avec plaisir. Nous lui expliquons que ces indemnités ne sont pas soumises aux charges sociales et puis se fait à des incidences. Par exemple, elle ne paye plus de cotisations AVS. Il pourrait être nécessaire pour elle de s'affilier en tant que personne sans activité lucrative. Elle n'aura plus droit aux allocations familiales après 4 mois d'arrêt de travail via la caisse d'allocation familiale de son employeur. Et là aussi, il risque d'y avoir des démarches compliquées à effectuer. Il y a une petite exception au niveau des allocations familiales, notamment pour les personnes qui reçoivent leur salaire à 100%. Je trouve important de l'évoquer parce que ça peut avoir des effets importants. Notamment, le salaire, il va être constitué de 80% versé sous forme d'indemnité journalière, puis 20% du salaire. Ce salaire versé, il est soumis aux charges sociales. Et puis, si ce montant est équivalent ou supérieur à 598 francs par mois, les allocations familiales peuvent continuer d'être versées. Alors, c'est important parce que ça permet d'éviter des démarches administratives, mais c'est particulièrement important pour les personnes qui résident en France. Un autre élément, c'est que son droit aux vacances pourrait être réduit si son absence dépasse les 2 mois. Mais sa baisse de salaire, elle génère des inquiétudes. On a réalisé avec Gabrielle un budget, et puis sur la base du budget, on a vu des actions qu'elle pouvait ensuite mettre en place, notamment le dépôt d'une demande d'allocation logement, la modification des acomptes provisionnels, et puis comme elle avait un arrangement avec un dentiste pour un traitement d'orthodontie pour son fils, une demande d'aide financière a été adressée à une fondation privée qui a pris en charge la partie du traitement que madame ne pouvait objectivement plus assumer. Et puis elle a également pu obtenir la libération des primes pour une assurance 3e pilier pendant la période d'incapacité de travail.
Au terme de ce premier échange, on a convenu avec elle du suivi qui lui serait utile pendant cette période, qui est une période remplie d'incertitudes. Et puis, en tant que conseiller social, on vérifie aussi que la personne sache où elle peut trouver des relais, du soutien en lien avec sa problématique de santé. Et dans le cas de Gabrielle, on lui a transmis les coordonnées de diverses associations. Pour quelles raisons solliciter l'assurance invalidité? Alors, l'incapacité de Gabrielle se prolongeant, on a convenu d'un nouvel entretien avec elle. L'objectif était clairement affiché de mettre le focus sur l'assurance invalidité. Parce qu'il s'agit d'un moment qui est particulier. Quand on parle d'AI, c'est souvent douloureux pour beaucoup de personnes. D'être à l'AI, c'est perçu comme négatif, voire pour certaines humiliant. Et puis ça renvoie à la maladie, ça renvoie à l'inquiétude quant à l'avenir. C'est vraiment des périodes extrêmement difficiles. Lors de l'entretien, Gabrielle a rempli le formulaire de demande AI avec nous. Et puis là, c'est vraiment une démarche qui est loin d'être anodine, hein. On a passé en revue sa situation familiale, son parcours de formation, sa vie professionnelle, sa situation économique et aussi sa santé. Et puis certaines des questions du formulaire lui paraissent parfois saugrenues, et puis en les remettant dans leur contexte, elles prennent un peu de sens. En tout cas, cette demande permet d'ouvrir et de préserver d'éventuels droits auprès de cette assurance. Et puis, pour Gabrielle, il est exclu d'entendre parler de rente. Elle veut absolument reprendre son activité. Mais l'AI, ce n'est pas que des rentes, c'est d'abord des mesures qui peuvent permettre le maintien en emploi. Sur ce sujet, je laisserai le soin à Mme Weideli de présenter le rôle de l'AI et la diversité des prestations possibles. Il est également à relever que pour les assureurs perte de gain maladie, ces derniers demandent à ce qu'une demande AI soit déposée pour les motifs exposés ci-dessus, mais aussi pour une question de coordination entre les assurances sociales. En effet, si la personne a droit à une rente, ce montant réduirait d'autant le montant des indemnités à charge de l'assureur. Pour cela, il y a 2 conditions à remplir, l'une étant une incapacité de travailler pendant 12 mois et la seconde, un délai d'attente de 6 mois depuis la date du dépôt de la demande. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les personnes reçoivent des fois après 3, 4, 5 mois un courrier de l'assurance perte de gain leur demandant de déposer une demande auprès de l'assurance invalidité. Dans la situation avec Gabrielle, on a pu anticiper ce genre d'informations et puis éviter qu'elle soit à la maison à lire ce genre de courrier puis se demander pourquoi on lui parle d'AI. À noter aussi que certains assureurs écrivent aux personnes au cas où elles refuseraient de déposer la demande AI en temps opportun. Ils se réservent le droit de réduire les indemnités après une durée d'1 année à raison de la rente AI maximum, donc 2390. Pendant la période d'incapacité de travail, la question du maintien de l'emploi est très souvent une préoccupation pour la personne en arrêt. Alors, du côté des employeurs, j'entends fréquemment dire qu'ils n'ont aucune intention de licencier la personne. C'est parfois tellement évident pour eux qu'ils en oublient de le dire. Et pourtant, quand on est en arrêt, c'est normal de se poser ce genre de questions, de s'inquiéter pour son poste, pour son avenir économique et professionnel. La collaboration avec l'employeur, elle peut s'avérer particulièrement profitable. Il peut rassurer son collaborateur, lui permettre de se consacrer vraiment à sa santé, et puis de manière à ce qu'au moment où il sera à même de reprendre, il soit en bonne forme. Il s'agit d'un grand sujet, mais pour faire le lien avec les assurances sociales, on peut relever l'importance du rôle de l'employeur qui est amené à répondre à des sollicitations des assureurs, mais qui est aussi un partenaire précieux dans les démarches de réadaptation. Avec l'assureur perte de gain, des courriers sont envoyés à Gabrielle et puis elle ne sait pas toujours comment répondre, elle ne sait pas si elle est obligée de signer tous ces papiers qu'on lui demande de signer. Et puis du coup, elle a quand même des informations qui lui permettent de pouvoir donner suite. Et puis Gabrielle, elle est convoquée pour une expertise avec un médecin expert. Et puis c'est extrêmement angoissant pour elle. Elle passe tous les jours qui précèdent ce rendez-vous à se poser des questions. Est-ce qu'elle aura toujours droit aux indemnités? Comment ça va se passer avec le médecin? Quels seront les genres de questions? Pourquoi est-ce qu'elle est confrontée à cette expertise? Alors, on a pu l'informer sur la démarche, l'informer du but. On lui a suggéré d'en parler avec son médecin et puis aussi, pourquoi pas, de demander à prendre connaissance des questions qui lui seront posées. Et puis, ça n'a pas été le cas de Gabrielle, mais il peut y avoir des désaccords avec l'assureur perte de gain. L'avis de l'expert peut différer de celui du médecin traitant. Et dans ce cas, figure, c'est l'avis de l'expert qui prime. Alors, c'est assez frustrant parce que les personnes qui sont confrontées à ça se disent la personne qui me connaît le mieux, c'est mon médecin. Et puis, l'avis qui va primer, c'est celui d'un expert qui m'a vu pendant 45 minutes.
Il peut s'en suivre des démarches compliquées, voire juridiques, et puis des périodes durant lesquelles la personne peut même se retrouver sans revenu. Il peut aussi arriver que l'assureur estime que la personne ne peut pas reprendre à son poste, mais qu'elle aurait une capacité de gain dans un autre poste. Alors, ces situations sont souvent difficiles à gérer, tant pour l'employeur, mais évidemment surtout pour le collaborateur. Parce que la notion d'invalidité qui est reliée à une notion de perte de gain économique peut générer la décision d'un assureur de dire, en fait, elle ne peut plus travailler sur ce poste, mais elle pourrait reprendre une activité sur un autre poste, adapté, réaliser le même gain. Et puis, l'entreprise n'a pas forcément les moyens de lui proposer ce type de poste. C'est parfois des situations douloureuses pour les collaborateurs. Et puis, on a un peu les mêmes cas de figure qui peuvent se présenter avec l'assurance invalidité. Voilà, maintenant, je me propose de prendre quelques exemples de perspectives de suite qui auraient pu arriver. Donc, pour Gabrielle, il pourrait y avoir plusieurs issues possibles. Là, dans un premier temps, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle a eu la chance de pouvoir reprendre son activité. Donc, outre son important problème de santé, Gabrielle a aussi des douleurs dorsales. Et puis, en collaboration avec l'assurance invalidité, une mesure d'évaluation de son poste par un ergonome est proposée, et puis des propositions d'aménagement du poste ont été concrétisées. Elle a repris son activité de manière progressive pour atteindre un 100% après 3 mois. Actuellement, tout se passe au mieux. Dans un deuxième cas de figure, Gabrielle ne peut pas reprendre le même type d'activité pour des raisons de santé. Et puis, le conseiller en réadaptation a participé à une rencontre avec Gabrielle et l'employeur. Ils ont proposé à Gabrielle de se former en comptabilité afin de pouvoir rejoindre ce service dans lequel il y avait un poste de libre. Pendant la période de formation, Gabrielle perçoit des indemnités journalières de l'assurance invalidité et puis elle a pu reprendre une activité au sein de la même société. Malheureusement, les situations n'évoluent pas toujours aussi bien et il arrive que la personne ne puisse pas reprendre son activité du tout. Dans un tel cas, elle va donc d'abord épuiser son droit aux indemnités journalières maladie de l'assurance perte de gain. Et puis, si tout se coordonne bien, elle percevra une rente de l'assurance invalidité et une rente du deuxième pilier, ainsi que des rentes complémentaires pour les enfants. Si ces revenus ne sont pas suffisants pour couvrir ses besoins vitaux, elle pourrait également prétendre à des prestations complémentaires. Mais il se pourrait aussi qu'à l'échéance des 720 jours, l'assurance invalidité n'ait pas encore rendu de décision et elle devrait alors faire appel à l'aide sociale ou le chômage, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je relève ici l'importance de déposer les demandes auprès de l'assurance invalidité suffisamment tôt pour éviter de se retrouver dans des situations de potentielle précarité. Il faut également relever que Gabrielle ne sera plus couverte contre les accidents. Pour cela, elle peut contracter ce qu'on appelle une assurance par convention. La durée maximum est de 6 mois. Pendant cette période, elle reste couverte de manière quasi identique à sa couverture lorsqu'elle travaillait. Et puis, elle peut également s'affilier via la LAMAL pour l'accident, mais là, le 10% des frais médicaux, notamment, restera à sa charge. Au niveau des exemples de perspectives pour la suite, il se peut que la personne soit licenciée, même si elle a encore l'incapacité de travail, ça c'est l'article 336 du CO. Et puis, selon le contrat qui est conclu entre l'employeur et l'assureur de perte de gain, la personne peut continuer de percevoir les indemnités, mais il se peut également qu'elle doive prendre en charge le paiement des primes pour continuer de percevoir ces indemnités. L'assurance devrait aussi lui proposer de prendre une assurance perte de gain pour les autres problèmes de santé. Mais là aussi, il faut être extrêmement vigilant. Il faut veiller à assurer le risque accident, voir s'il est nécessaire de s'affilier aussi auprès d'une caisse de compensation AVS pour les cotisations. Et puis, si on parle du chômage, notamment si la personne arrive en fin de droit, ou bien qu'elle a une décision négative de l'assurance et qu'elle est toujours en incapacité, voire qu'elle a retrouvé une capacité partielle, elle peut s'adresser à l'assurance chômage pour autant qu'elle ait une aptitude au placement d'au moins 20%. S'il n'y a pas cette aptitude d'au moins 20%, elle devra s'orienter vers l'aide sociale. En cas de maladie, le chômage peut indemniser des jours de maladie. Et puis, certains cantons ont des prises en charge spécifiques pour la perte de gain maladie, notamment les PCM à Genève, prestations chômage en cas de maladie. Mais ces dernières peuvent refuser le droit aux prestations lorsque les causes de l'incapacité de travail sont intervenues avant l'affiliation à l'assurance. On est de nouveau des fois dans des situations qui sont assez complexes.
Alors, pour les personnes qui pourraient être concernées, c'est particulièrement important de connaître les possibilités de maintien au sein d'une assurance perte de gain à titre individuel. Et puis, un dernier point par rapport à l'assurance chômage, si la personne n'est plus sous contrat pendant plus de 12 mois et puis qu'elle percevait des indemnités journalières, le droit aux indemnités va être déterminé sur la base de l'article 14 de la CIE et donc elle aura droit qu'à 90 indemnités journalières basées sur un montant forfaitaire. Donc on voit que ça peut avoir des conséquences qui sont considérables sur le montant des indemnités et le nombre d'indemnités auxquelles elle aura droit. Les personnes qui restent sous contrat de travail, qui restent pendant les 2 ans sous contrat de travail, elles peuvent s'inscrire au chômage, il n'y a aucun souci parce que le fait d'être sous contrat les protège un petit peu, si j'ose dire, par rapport à cette clause. Pour la slide suivante, au niveau de l'avoir LPP, quand on arrive en fin de contrat, l'avoir LPP doit être transféré à la caisse de pension du nouvel employeur ou sur un compte de libre passage dans un délai de 6 mois. Depuis le 1er janvier 2021, pour les personnes qui ont 58 ans et plus et qui ont été licenciées, qui n'ont pas retrouvé d'activité, il est possible de laisser l'avoir LPP au sein de l'institution de prévoyance du dernier employeur. Donc, il peut y avoir de nombreux avantages pour la personne à ce que son avoir LPP reste au sein de la caisse de pension. Il est important de se renseigner avant de prendre une décision. Et puis, au niveau des assurances sociales, un petit clin d'œil par rapport à la nouvelle rente pont qui est prévue cette année, en 2021, qui s'adressera à des chômeurs de 60 ans et plus qui ont épuisé leurs droits aux indemnités et qui ne retrouvent pas d'emploi. L'idée, c'est d'éviter que des personnes qui ont travaillé toute leur vie se retrouvent en fin de droit de l'assurance chômage ou bien soient contraints d'utiliser leurs économies pour vivre ou recourir à l'aide sociale jusqu'à la retraite. Voilà, pour la conclusion, j'ai relevé avec Gabrielle son incroyable courage. Elle a fait face à la maladie, elle a assumé ses responsabilités personnelles, administratives et puis aussi familiales. Et puis, elle a eu quelques passages à vide, elle a eu des moments de découragement, mais elle est toujours restée confiante dans l'avenir. Elle a particulièrement apprécié de pouvoir compter sur un employeur qui a su se montrer présent sans être inquisiteur, qui a tout mis en œuvre pour lui permettre de reprendre son activité dans les meilleures conditions. Et puis, un petit mot, parce que les messages et les attentions des collègues ont été extrêmement réconfortants pour Gabrielle. Elle a relevé ça avec beaucoup de plaisir. Et puis, il existe de nombreuses associations, des fondations, des services qui peuvent soutenir les personnes confrontées à des difficultés. Certaines sont vraiment spécialisées pour l'accompagnement d'une personne atteinte d'un problème de santé spécifique. Leur aide est incroyablement utile. Et puis, Gabrielle a pu s'appuyer sur l'une d'entre elles et elle a vraiment apprécié cette aide. Le réseau médical qui s'est montré soutenant, qui s'est montré ouvert à la collaboration interdisciplinaire. Il a été associé aux démarches de réadaptation mises en place avec l'AI. Et puis, les résultats ont été au rendez-vous pour Gabrielle. Des solutions personnalisées ont pu être trouvées et elle a pu retrouver son activité. Au niveau du conseil social, c'est vraiment le premier pas qui fut le plus difficile pour Gabrielle. Mais une fois les préjugés dépassés, elle a pu trouver une écoute bienveillante, du soutien, des réponses à ses questions. Et puis, elle a pu être à même de prendre des décisions éclairées. Lorsque ces questions ne relevaient pas du domaine de compétence du conseil social, il a été possible de l'orienter vers des spécialistes. En tout cas, en Suisse, nous avons la chance d'avoir des assurances sociales qui couvrent tous les risques. Il reste quelques lacunes, notamment pour les personnes qui épuisent leurs droits aux indemnités, perte de gain maladie, vivent une rechute, mais en tout cas, on a un système qui est magnifique. Mais pour Gabrielle, la diversité, la complexité des droits, la coordination des assurances, c'est un vrai casse-tête. C'était un véritable labyrinthe. Ce fut rassurant pour elle de trouver à ces questions. Et puis, d'une manière générale, on constate que parfois l'accès à ces prestations semble si compliqué, si lourd administrativement, que certaines personnes y renoncent. Et là, les travailleurs sociaux peuvent jouer un rôle, les aider à effectuer les démarches, les décharger administrativement dans ces périodes qui sont particulièrement difficiles, et puis de s'y retrouver là à nouveau dans ce labyrinthe. Je vous remercie. Merci Jean-Michel, merci. On a vécu avec toi l'aventure de Gabrielle. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle a la chance de vous avoir. Ça, c'est une certitude. On va en reparler sur la table ronde tout à l'heure. À tout de suite, Jean-Michel. Puis alors, tu as plein de questions, hein, donc tu peux continuer à travailler dans le Q&A, répondre aux questions en direct. Et sinon, Okay. on en reprendra quelques-unes sur la table ronde. Et je profite de l'occasion pour rappeler à tout le monde qui peut poser leurs questions. Voilà, Jean-Michel, à tout de suite. Merci beaucoup. On accueille avec grand plaisir Natalia Vaideli-Bacci. Natalia est directrice générale de l'Office cantonal des assurances sociales à Genève. Bienvenue Natalia, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, on te voit bien. Et puis, Natalia, tu vas nous parler évidemment de
de l'assurance invalidité que tu diriges, et puis évidemment de l'importance de cette institution dans le cadre de ces parcours de vie évidemment difficiles lorsque les gens sont en interaction avec vous. Donc voilà, Natalia, la parole est à toi. Merci beaucoup. Vous changez les slides? Voilà, C'est merci. moi qui fais ça, c'est moi qui fais Parfait, ça, avec grand plaisir. alors je te dirai. Exactement. Donc moi, j'ai cette lourde mission d'essayer de résumer finalement en quelques minutes les prestations d'assurance invalidité. Beaucoup de choses ont déjà été bien mises en contexte par Jean-Michel, que je remercie. Et alors moi, ma présentation, elle a globalement deux parties. La première partie, c'est de rappeler quand même, c'est un peu théorique, hein, mais c'est important de rappeler la mission, les principes de l'assurance invalidité, de venir sur cette notion d'invalidité qui est effectivement une notion économique, comme l'a dit Jean-Michel Marty, c'est très important à comprendre, et de venir sur, au fond, c'est quoi la réadaptation et les outils de la réadaptation. Donc, j'essaierai d'être extrêmement synthétique. Et je terminerai avec un focus quand même sur la maladie cancéreuse. Je voulais quand même faire un clin d'œil à Margot et à l'Action Margot, parce que la maladie cancéreuse, elle a des particularités qu'on peut trouver d'ailleurs dans d'autres maladies, notamment comme dans la maladie psychique, c'est-à-dire que c'est des maladies souvent qui sont fluctuantes, où l'état de santé peut varier dans le temps. Et en termes d'assurance sociale, c'est souvent un défi quand on doit aider des personnes, prendre en charge des personnes qui souffrent de maladies qui sont en fait, comme je te l'ai dit, fluctuantes. Merci. Donc, la mission et les principes de l'AI, donc rappelez juste qu'effectivement l'assurance invalidité, elle applique une loi fédérale qui est la loi sur l'assurance invalidité. On dit que l'AI est la petite sœur de l'AVS parce qu'au fait, dans la chronologie d'introduction des différentes assurances sociales de ce pays, l'assurance invalidité, elle a été introduite en 1960, donc après l'assurance vieillesse et survie. Donc c'est une loi fédérale, elle est appliquée dans les cantons, ce qu'on appelle de manière décentralisée. Donc, donc l'assurance invalidité est vraiment un outil d'application de la politique sociale de la Confédération dans chaque canton. Et puis, le droit au fait aux prestations, et elles sont multiples, vous verrez tout à l'heure, est soumis aux conditions générales d'assurance. Donc, quand on parle d'assurance, il faut remplir ce qu'on appelle les conditions d'assurance. Donc, elles peuvent être différentes en fonction de la typologie des prestations, mais en règle générale, c'est lié à des années de cotisation, voire des années de résidence. C'est important de le dire, mais je dis toujours, ce n'est pas la peine d'essayer de savoir si on remplit les conditions d'assurance. En règle générale, une personne qui a en tout cas 3 années de cotisation, c'est-à-dire qui travaille depuis 3 ans ou une dizaine d'années de résidence, si elle n'avait pas travaillé, remplit les conditions pour l'assurance invalidité, mais le mieux, c'est de déposer la demande. Et de toute façon, l'AI, c'est la première chose qu'elle vérifie en ce qui concerne les conditions d'assurance. Comme je l'ai dit, donc, il y a un office AI par canton. Donc 26 cantons en Suisse et 27 offices AI, car il y a aussi un office AI pour les assurés qui résident à l'étranger, qui est rattaché à la centrale de compensation ici à Genève. Et toute personne qui devrait s'adresser à l'assurance invalidité doit le faire auprès de l'office AI de son canton de résidence. Merci. Les attributions de l'AI, globalement, sa mission, au fait, elles sont réglementées dans la loi. Et c'est ce fameux article 57. Et globalement, on dit que l'AI, au fait, a pour mission de garantir les moyens d'existence aux personnes assurées qui deviennent invalides, que ce soit par des mesures de réadaptation ou par des prestations en espèces. Il y a 3 finalités. La première, elle est de prévenir, de réduire ou d'éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation qui doivent être appropriées, simples et adéquates. J'y reviendrai. La deuxième finalité, c'est de compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée. Et le dernier effet, c'est d'aider les assurés concernés à une vie autonome et responsable. Avec ces 3 finalités, on couvre l'ensemble des prestations, qu'elles soient financières, par les rentes par exemple, ou également par les mesures de réadaptation. J'expliquerai tout à l'heure. Merci. Donc, en gros, l'assurance, elle a une double mission. D'une part, elle a pour but de prévenir et de pallier le risque de pauvreté qui va être engendré par l'invalidité. Quand on dit pauvreté, c'est un terme fort, mais c'est dans le sens de quand on ne peut plus travailler, eh bien, on ne peut plus avoir de revenus. Et ça peut engendrer effectivement des difficultés financières et donc il y a ce risque de pauvreté. Donc ça, on va le faire tout d'abord, on va vérifier si la personne elle a droit à des mesures de réadaptation. Quand on dit qu'elles doivent être appropriées, c'est dans l'idée de permettre de rétablir la capacité de gain qu'elle ne peut plus avoir en raison de l'atteinte à la santé. En dernier ressort, on va étudier le droit des prestations financières, par exemple comme la rente d'invalidité.
Et puis, ça, c'est le premier volet qui est lié au fait à la perte de gain, à l'invalidité. Mais il y a énormément de prestations de l'AI dont on va peut-être moins parler aujourd'hui parce qu'elles concernent peut-être un autre public. C'est tout ce qui va favoriser l'autonomie, l'indépendance de la personne. C'est toutes les prestations en lien finalement avec les personnes qui souffrent d'un handicap. On distingue handicap par rapport à invalidité. Je viendrai après sur l'invalidité. Donc, il y a cette notion économique, c'est quand on ne peut plus travailler. Le handicap, c'est plutôt des atteintes à la santé qui entravent de toute façon le travail. Ça, on va être sur la maladie mentale, par exemple, des maladies très, très invalidantes, handicapantes, pardon. Et l'assurance invalidité a beaucoup de prestations aussi pour ce public-là. Donc, dans cette optique, le FISAI va évaluer toute demande qui lui serait adressée et voir quelles sont les mesures appropriées. Et puis, dans tous les cas, je l'ai dit, il y a un peu un leitmotiv en AI, c'est la réadaptation prime la rente. Donc, c'est vraiment le moyen à privilégier pour favoriser l'autonomie des personnes. Donc, avant d'étudier tout droit à la rente, par exemple, on va d'abord regarder si la personne ne peut pas bénéficier de mesures de réadaptation. Voilà. Merci. Donc, maintenant, sur la notion d'invalidité. Donc, en fait, on dit que c'est une notion économique parce que l'invalidité constitue au fait la diminution de la capacité de gain qui doit être permanente ou de longue durée. C'est très important. Ce n'est pas la peine de s'adresser à l'AI quand on sait qu'on a une incapacité de gain de courte durée. Je prends l'exemple, un bête accident de ski, une déchirure des ligaments du genou qui va se résorber facilement. On ne s'adresse pas à l'AI. Mais on peut avoir aussi un accident de ski avec la même déchirure de genou qui ne se soigne pas comme il faudrait et finalement génère une incapacité durable dans le travail de la personne. Et là, en règle générale, notamment les assureurs perte de gain, quand on a en tout cas 2 mois d'arrêt de travail, on s'adresse souvent à l'assurance invalidité. On peut le faire après 30 mois d'arrêt de travail, mais c'est plus pertinent peut-être en fonction du type d'atteinte, d'attendre, on va dire à peu près 2 mois. Donc, l'invalidité, c'est donc la diminution de la capacité de gain, je l'ai dit, qui doit être durable. Et puis, quelle que soit au fond la cause, la maladie, ça peut être une atteinte à la santé physique, ou mentale ou psychique. Et ça peut provenir soit d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Donc, pour tout type d'atteinte. Ce qui compte, c'est l'incapacité de gain durable. Et il y a 3 éléments dans l'invalidité qui se corrèlent. Enfin, il y a 2 éléments qui se corrèlent entre eux. Il faut donc un élément médical. Donc, il faut une atteinte à la santé qui doit être physique ou mentale. Il faut un diagnostic, il faut vraiment cette atteinte. Et puis, un élément économique, il faut une diminution de la capacité de gain. Mais surtout, il faut le lien de causalité entre les deux. Il faut que la diminution de la capacité de gain résulte de l'atteinte à la santé. Par exemple, la perte d'emploi, elle génère aussi une incapacité de gain, mais il n'y a pas d'atteinte à la santé forcément. Donc, l'invalidité, c'est l'élément médical, l'économique et le lien causal entre les deux. Merci. Pourquoi c'est une notion économique? Parce qu'au fait, et là, c'est la partie la plus technique, mais c'est très important et j'illustrerai avec 2 exemples pour favoriser la compréhension. Au fait, le type d'atteinte n'a aucune importance. C'est égal que ce soit telle maladie, telle problématique physique ou telle problématique psychique. C'est les conséquences de cette atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne qui le sont. Pour une même atteinte, les conséquences ne vont pas être les mêmes en fonction de l'activité que fait la personne. Je prendrai après des exemples. Et puis, on dit que c'est une notion économique parce qu'au fait, l'invalidité, elle résulte d'un calcul. On va comparer le revenu qu'avait la personne sans atteinte à la santé, c'est le revenu S1, sans invalidité en fait, auquel on va déduire le revenu que la personne pourrait réaliser dans une activité adaptée, c'est ce qu'on appelle le revenu d'invalide, qu'on divise par le revenu sans atteinte à la santé, qu'on multiplie par 100 pour donner un taux. Si vous avancez d'une slide et on reviendra en arrière, juste une, Christophe, voilà, non, on avance, pardon, on avance d'une, voilà, et après on revient en arrière. Le taux dont je parle, vous les avez ici sur la gauche. Ça va donner les degrés, les taux des rentes, au fait. Si le résultat du calcul, il donne en tout cas 40%, alors la personne, elle peut avoir droit à un quart de rente. Si c'est 50%, elle aura droit à une demi-rente. Si c'est 60%, c'est le 3/4 de rente. Et à partir de 70%, ce sera la rente entière. Et en fonction de ces taux, en fonction du niveau de rente, vous avez sur la droite, au fait, les montants maximaux. Donc, les montants, ils sont issus de l'échelle des rentes
Et ça dépend, l'échelle, il y a plusieurs degrés dans l'échelle et ça dépend des années de cotisation. Donc là, c'est le cas de figure le plus favorable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aurait, en tout cas, qui serait dans l'échelle 44 maximale des rentes, c'est-à-dire quelqu'un qui a cotisé toute sa carrière professionnelle. Et on a les différents montants en fonction des revenus, en fait, du montant des cotisations pour les différents types de rentes. Si vous revenez une slide en arrière, peut-être, juste sur le cas, voilà, ici. Je vais vous donner deux exemples pour illustrer un petit peu mieux, que ce sera un tout petit peu moins théorique. Tout d'abord, un exemple pour vous montrer que pour une même atteinte, les conséquences en termes d'assurance ne sont pas les mêmes. Je prends l'exemple rapidement, par exemple, d'une personne qui travaille comme secrétaire. C'est un peu cliché, hein, mais c'est égal. Une dame, par exemple, qui travaille comme secrétaire, elle rentre chez elle le soir, elle a un accident et elle devient paraplégique. Cette personne, ben voilà, c'est une très grave atteinte à la santé, elle va passer par toute une phase de rééducation médicale, et puis à un moment donné, donc elle est en arrêt de travail. Donc à un moment donné, va se poser la question de la reprise d'emploi. Est-ce qu'elle peut ou pas retravailler? Et puis là, on va imaginer qu'elle a gardé l'employeur et qui a attendu qu'elle récupère, au fait, et puis cette personne qui travaillait comme secrétaire en position assise, peut-être dans un bureau, on s'aperçoit qu'elle peut en théorie reprendre son activité identique comme avant, malgré l'atteinte à la santé. Donc, dans la réalité, très souvent, les personnes paraplégiques réduisent un tout petit peu le temps de travail, mais imaginons qu'elle reprend à 100%, voire à 80% dans son même métier. Donc, si on fait l'analyse maintenant par rapport à l'invalidité, on va voir par exemple qu'elle gagnait 6 000 francs comme revenu sans invalidité, et puis elle peut reprendre dans la même activité donc à 6 000 francs. Donc, on met 6 000 francs dans le revenu d'invalide, on divise par 6 000 francs fois 100, et ben, ça donne 0, parce qu'au fait, il n'y a pas de perte de gain. Donc, on a affaire ici à quelqu'un qui, malgré une atteinte à la santé extrêmement importante, en termes d'assurance, elle n'a pas de perte de gain, car elle peut reprendre l'activité antérieure. Si, par exemple, au lieu de reprendre à 100%, elle reprenait à 80%, alors elle aurait 20% de perte de gain. Et maintenant, si vous avancez d'une slide, Christophe, juste avancer, voilà, d'une, on voit que c'est la 20%, donc le taux est de 20%. Vous voyez que sur la gauche, elle n'atteint pas 40. Donc, c'est quelqu'un qui a 20% de perte, mais elle n'a quand même pas droit à une rente d'invalidité parce que le premier créneau, on va dire, c'est à partir de 40%. Donc, revenez peut-être encore une fois en arrière. Voilà. Maintenant, je donne un autre exemple avec le même type d'atteinte. Mais cette fois, ce n'est pas une secrétaire, c'est par exemple un grutier, un monsieur qui travaille sur un chantier. Donc, il est grutier. Le soir, il descend de sa grue, il prend la voiture, il rentre chez lui, il a le même accident, il devient également paraplégique. Donc, exactement la même atteinte à la santé. Il va de nouveau passer par une phase de rééducation, il va obtenir beaucoup de moyens auxiliaires, tout comme la personne qui était secrétaire, une chaise roulante, peut-être une adaptation pour la dame de son lieu de travail, etc., financé par l'AI. Mais ce monsieur, lui, il ne va pas pouvoir reprendre son activité parce qu'il ne pourra plus remonter dans sa grue. Donc lui, il subit vraiment une perte de gain durable. Et là, l'AI va intervenir pour voir si, par des mesures de réadaptation, on peut rétablir cette perte de gain. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une autre activité dans laquelle il peut peut-être transposer des compétences, voire se former à certaines conditions que l'AI pourrait soutenir et financer pour rétablir peut-être les 6 000 francs qu'il gagnait aussi avant l'atteinte à la santé. Et souvent, les grutiers, par exemple, c'est des personnes sur chantier qui se sont formées sur le tas, donc il n'y a pas un grand bagage derrière qu'on peut transposer peut-être dans des activités qui soient moins manuelles. Et on fait l'hypothèse que ce monsieur, on n'arrive pas à le réadapter, donc il n'y a pas de mesure adaptée, où il garde trop de séquelles. Et à ce moment-là, il devient, dans la perte de gain, elle est complète parce qu'il ne peut pas reprendre son activité, donc il a un 100% de taux d'invalidité, donc une rente entière. Donc ça illustre que pour une même atteinte, ce n'est pas la gravité de l'atteinte qui est importante, c'est bel et bien les conséquences sur l'activité qui était réalisée qui le sont. Et je donne un dernier exemple pour illustrer tout ça. Cette fois, on me demande souvent, mais est-ce qu'on peut travailler avec une rente? Au fait, si quelqu'un qui est rentier, est-ce qu'il peut quand même travailler malgré la rente? Et je dis toujours, ça dépend finalement des éléments du calcul. Ça veut dire quelle capacité de gain résiduel il a,
dans quel type d'activité, pour transposer dans quel type d'activité. Par exemple, ici, on peut prendre un exemple fictif, mais qui est parlant. Par exemple, un pianiste, quelqu'un de grande renommée, qui s'est bâti une renommée, donc qui est invité dans des concerts, dans des galas, et cette personne gagne 300 000 francs annuels comme pianiste. Et il a un accident, mais il s'ampute au fait la phalange du petit doigt. Donc voilà, il se coupe le doigt, il ne peut plus faire pianiste par contre. Donc c'est par rapport à la paraplégie, c'est quelque chose qui en soi est assez banal, mais lui, il est complètement entravé de faire son activité. Il ne peut plus faire pianiste. Et là, pareil, il va subir une perte de gain durable. Il s'annonce à l'AI et on va voir si par des mesures de réadaptation, on peut rétablir la perte de gain. Le problème, c'est qu'il avait un revenu très haut. Il gagnait 300 000. Mais lui, il peut transposer des compétences. C'est un musicien, donc pianiste, il ne peut plus, mais on imagine qu'on peut le réadapter, par exemple, comme professeur de solfège. Donc là, l'AI va prendre à sa charge la formation, peut-être 2-3 ans, 3 ans. Enfin, il fait toute la formation pour être professeur de solfège. Il obtient son diplôme et il peut travailler, enseigner comme professeur de solfège. Et on va dire qu'il gagne 90 000 francs annuels. Donc là, dans les éléments du calcul, on aura sans atteinte à la santé 300 000 comme pianiste, qu'on va comparer donc aux revenus suite à l'atteinte à la santé, donc comme 90 000 francs. Et puis, on va diviser par le revenu sans invalidité. Et finalement, c'est une personne qui va avoir 70%. Ça va donner 70% si on avance maintenant d'une slide, Christophe. Et il a donc une rente à 70%, donc un taux de 70%, ce qui lui donne le droit à avoir une rente entière. Et cette personne donc, qui a une rente entière travaille peut-être à 100% comme professeur de solfège. Donc, on peut tout à fait travailler avec une rente d'invalidité. C'est vraiment une question de comparaison de revenus. Voilà, c'est une partie un petit peu technique qui mérite peut-être d'autres explications, mais on va continuer. Voilà. Très rapidement, donc la rente, j'ai fait cette partie sur les rentes, mais c'est important quand même de dire, comme je l'ai dit, que tout d'abord, on étudie les possibilités de réadaptation. Voilà. Et puis, donc la capacité, elle doit être durable. Il faut au moins avoir 40% d'incapacité de travail sur une année, sans interruption notable, pour qu'on étudie le droit à la rente d'invalidité. On avance. Ce que je veux dire aussi, c'est que la rente d'invalidité, ce n'est pas un statut définitif. Elles sont révisées. Elles peuvent être révisées toutes les années ou tous les 5 ans ou sur demande. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est forcément à vie. Ça dépend vraiment de la situation de l'atteinte à la santé. Une personne qui sera en mesure de retrouver une capacité de travail ou qui aurait envie de faire une tentative de reprise, elle peut s'annoncer à l'AI même si elle est bénéficiaire d'une rente et on va favoriser, on va essayer avec elle d'avancer pour voir s'elle peut reprendre une activité professionnelle malgré qu'elle soit au fait rentière. Voilà. Et puis toute personne qui retrouve une capacité de gain, elle doit de toute façon le dire à l'AI. Il y a cette notion de réduire le dommage qui est importante. Donc, on peut réviser en tout temps les rangs d'invalidité. Merci. Comme je l'ai dit, donc là maintenant, on vient sur la réadaptation rapidement. Donc, le but, c'est de vraiment rétablir la capacité de gain. Donc, c'est la finalité première de l'AI et dans tous les cas, on va essayer de favoriser le maintien en emploi. Donc, quand on a une annonce à l'AI qui est faite et qu'on constate que la personne, elle a un employeur, alors on va vraiment essayer de rentrer en contact avec la personne, avec son employeur, pour voir de quelle façon, au sein de l'entreprise, on peut peut-être financer quelque chose au sein de l'entreprise pour maintenir l'emploi. Et avec les années, l'AI a développé des mesures très pragmatiques. C'est vraiment le résultat qui compte. On peut partir sur des formations, on peut partir sur des choses très ciblées, mais c'est vraiment, on vise des résultats. Donc d'un côté, on se débureaucratise, mais c'est vrai que d'un autre côté, faire de la réinsertion, surtout si on doit chercher auprès d'autres employeurs, c'est des fois pas si facile. Le marché est quand même très exclusif et puis c'est toujours un défi que de faire de la réinsertion. Merci. Ici, je vous ai mis le catalogue de prestations de l'AI. Donc, vous voyez qu'il y a un très grand volet qui concerne les mesures de réadaptation. On a des mesures de réinsertion, des mesures d'ordre professionnel, on a des mesures médicales, on a les aspects liés aux annuités journalières pendant les mesures, les moyens auxiliaires, puis les volets financiers, rente, allocation pour un peu de temps, contribution d'assistance dont je n'évoquerai pas maintenant.
Dans les mesures de réadaptation, il y a énormément de choses, notamment quand on parle de reclassement ou de formation professionnelle initiale. C'est des termes génériques, mais derrière, il y a tout type de mesures. On a également aussi beaucoup de prestataires qui nous soutiennent dans les mesures. Par exemple, on peut, dans le cadre de prise en charge de certaines mesures, financer par exemple un accompagnement, un coaching. Ça peut être des mesures très ciblées, des cours de langue, mais ça peut aussi être des formations complètes. Ça dépend beaucoup de la situation de la personne, de quelle était son activité antérieure, de ses droits au fait. Et ça serait long aujourd'hui d'expliquer dans le détail toutes ces choses, mais c'est très important de comprendre que la palette est extrêmement vaste et ça vaut la peine vraiment, quand on dépose une demande, ben voilà, après avec le conseiller en réadaptation, ben, en fonction des droits de la personne, de voir ce qu'on peut au fait offrir. Voilà, on peut avancer. Je dis toujours aussi que pour faire face au défi de la réadaptation professionnelle, on ne peut pas faire de la réadaptation professionnelle dans un bureau de l'AI avec un conseiller en réadaptation dans son coin. En fait, on a absolument besoin de l'assuré, mais aussi de son réseau. Donc, c'est très important que le réseau de l'assuré ou que le réseau tout court soit très informé sur l'AI, le fonctionnement de l'AI et comment ça fonctionne. On a entendu tout à l'heure Jean-Michel Marty, il a une très grande connaissance de ce système-là et c'est extrêmement précieux pour nous parce que ça permet vraiment de guider et d'orienter les gens aux bons endroits auprès des bonnes assurances. Donc, l'AI développe énormément de partenariats avec différentes parties, que ce soit les employeurs, des prestataires externes, des centres de formation, des coachs. Il y a un très, très grand marché autour de la réadaptation, mais également autour du réseau médical de l'assuré et évidemment des autres assurances où c'est important aussi qu'on puisse se coordonner correctement. Merci. Je dis toujours, quand on fait de la réadaptation, il faut vraiment miser sur des dispositifs de réinsertion efficaces. Et efficace, ça veut dire voilà, qui permettent vraiment des résultats très ciblés. Parce que quand une réadaptation de l'AI fonctionne, c'est vraiment un investissement social. Quelqu'un qui peut se réadapter et retrouver une autonomie et une autonomie financière, alors c'est un bénéfice complet, tant pour la personne, mais également pour la société. Parce que, vous l'avez compris, quand on est plus dans une logique de rente, ben, ça débloque d'autres prestations sociales. Et c'est un coût finalement beaucoup plus complet. Donc, la réadaptation, elle est vraiment extrêmement importante. Et j'avais mis ici une fois un petit peu une liste de qu'est-ce qui favorise finalement le succès. C'est très empirique, mais il y a des choses, ce qui est très important, et j'y reviendrai après avec le focus sur la maladie cancéreuse aussi, c'est le fait qu'on doit vraiment être axé sur la personne. Il faut veiller à maintenir l'emploi. Il faut mettre la personne devant ses responsabilités. Il faut faire un soutien bienveillant, mais il doit être directif. Il ne faut pas laisser de faux espoirs, il faut vraiment être très franc, il faut collaborer, sensibiliser, il faut être proche de l'économie, il faut comprendre aussi quelles sont les contraintes des employeurs, évidemment. Il faut être une administration fluide, ça je le dis souvent. Mais ce qui favorise aussi beaucoup le succès, la prise en charge, c'est quand on a du personnel motivé, qui croit dans la mission. Et ça, c'est très important pour l'accompagnement. Merci. Là, je vais vite faire un focus sur la maladie cancéreuse et pour terminer avec ça. En fait, c'est une maladie qui est très particulière parce qu'elle crée beaucoup de sensibilité et d'émotion. C'est aussi une maladie qui fait peur parce qu'en fait, potentiellement, on peut tous être concernés par cette maladie parce qu'elle frappe comme ça un jour sans prévenir. Et puis, on sait que le processus de guérison, il peut être laborieux, parfois impossible, mais souvent très incertain. Et le fait que ce soit une maladie fluctuante, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et les gens, en fait, ne savent pas toujours quoi faire. Des fois même le réseau. Est-ce que je dois ou pas aller voir l'AI, etc. Donc, ces personnes, elles ont besoin de soutien. Et le soutien, ben, on sait, il est fourni par l'entourage, la famille, les amis, par l'employeur, qui est souvent très compréhensif, mais également par les médecins et les assurances. Et puis, venir à l'AI, souvent, ben, ça fait peur. J'y viens tout à l'heure, mais c'est vraiment une assurance qui peut venir en aide de différentes façons aux personnes qui sont atteintes dans leur santé. Et quand on parle d'aide, au fait, mais au fait, ce sont des droits. Je l'ai aussi entendu de la part de Jean-Michel ou d'Olivier. C'est effectivement, ce sont des droits. On a des droits, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher ce dont on a droit. Merci. S'annoncer à l'AI, c'est assurance invalidité, c'est quand même, alors si c'est écrit des fois sinistre en haut, sur les feuilles, mais invalidité, c'est quand même quelque chose qui est souvent perçu comme inquiétant. Mais s'adresser à l'AI, au fait, pourquoi c'est inquiétant et préoccupant? C'est parce qu'au fait, quand on s'adresse à l'AI, bah, ça veut dire au fond qu'on est malade. On est malade ou qu'on est atteint dans sa santé et en plus,
de manière durable. Et c'est aussi ça qui est difficile pour la personne. Donc, il faut comprendre que l'AI, elle doit vraiment être perçue comme un filet de sécurité pour ces personnes fragilisées. C'est vraiment important parce que ça va permettre de préserver certains droits et on va pouvoir les soutenir dans ce parcours difficile. Donc, le but de l'AI, ce n'est pas de refuser des prestations. Donc, ça arrive aussi pour des questions de droit, parce qu'il y a plein de conditions. C'est une loi qui est quand même assez rigoureuse. Malgré tout, il faut quand même que ça rentre dans les cases. Mais le but, c'est quand même d'octroyer des prestations. Donc, en cas d'arrêt de travail prolongé, mais ça peut aussi être une baisse de rendement. Des fois, les gens sont présents, mais le rendement est diminué. On peut s'annoncer à l'AI dans une logique de détection précoce. Et puis là, on va, avec les conseillers de l'AI, discuter de la situation et voir s'il faut ou pas déposer une demande. Donc voilà, le but, ça va être de soutenir et d'accompagner. Et si on constate que au moment du dépôt de demande, il y a un employeur, on va rentrer dans une logique aussi de discussion avec l'employeur pour voir si on peut collaborer avec lui pour maintenir l'emploi. Voilà, on peut avancer. Il faut s'annoncer, on l'a dit, le plus rapidement possible parce que c'est ce qui va vraiment permettre d'être le plus efficace. La poursuite d'emploi, en fait, elles ne sont parfois pas possibles pour tout le monde. Il y a des gens qui doivent s'arrêter. Quand on est dans la maladie cancéreuse, on voit qu'il peut y avoir un moment où, peut-être parce que le traitement est extrêmement lourd, la personne s'arrête complètement. Et donc, de plus en plus de personnes vont être concernées par une reprise d'emploi quand ça ira mieux, justement, grâce au traitement. Et puis, c'est pour favoriser ces reprises, au fait, qu'on a besoin vraiment de développer des partenariats avec le monde économique. Parce que la personne, elle pourrait être licenciée ou pas, mais si on n'a pas de partenariat, je dis toujours, quand on parle de réinsertion, il faut qu'on ait des employeurs derrière. Donc, si on n'a pas l'employeur interlocuteur, la réinsertion, elle sera de toute façon pas possible. Donc, en règle générale, ils se montrent très compréhensifs, mais ça dépend aussi de leurs possibilités. Il y a des employeurs qui ont une réalité aussi économique, ils ne peuvent pas forcément toujours garder les personnes qui ne sont pas là pour travailler. On sait qu'avec la maladie cancéreuse, les performances, elles peuvent beaucoup fluctuer dans le temps. Et c'est pour ça que l'AI va essayer aussi, peut-être parfois par des mesures d'accompagnement, de réinsertion. On peut commencer par des paliers très progressifs, de petit à petit faire une tentative de reprise professionnelle pour essayer de favoriser cette réinsertion. Tout ce que je décris là doit se faire. Il faut que la personne elle ait des droits en assurance perte de gain maladie, comme expliquait Olivier Mettler. Si ce temps, en fait, quand on fait ces activités-là, il faut que la personne elle ait encore une couverture de perte de gain maladie parce que l'assurance maladie ne finance pas, n'est pas une couverture de perte de gain, justement. Elle va seulement financer des mesures de réadaptation et verser l'indemnité journalière à ce moment-là. Ou alors, on sera sur des prestations financières de rente, mais le temps de l'analyse du dossier ou de l'instruction ou de ce type d'accompagnement, s'il n'y a pas de perte de gain maladie derrière, ce n'est pas l'AI qui vient suppléer ça. Donc, on a besoin de partenaires vraiment pour accomplir cette mission. Voilà. Donc, mon message principal, c'est ça. Il faut un réseau de partenaires bien informés, et ça, c'est vraiment une chance pour l'ensemble du système, et pour adresser les personnes au bon moment à l'assurance pour qu'on puisse intervenir très vite et tenir compte aussi de cette dimension humaine et accompagner les gens. Mais finalement, dans la maladie en général, mais particulièrement dans la maladie cancéreuse, au fait, ce qui est très déterminant, et je l'ai dit aussi, c'est l'attitude finalement qu'aura la personne face à tout ça, sa capacité elle-même à gérer la maladie et à surmonter au fait ce qui lui arrive. Et il y a beaucoup d'actions de soutien, mais au final, c'est vraiment la perception qu'aura cette maladie de sa propre situation, sa capacité à l'accepter, qui va être déterminante quand même dans le succès des différentes prises en charge. Voilà. Merci beaucoup, Natalia. Merci pour cette présentation hyper complète. J'ai beaucoup aimé évidemment la slide avec les critères de succès qui sont pleins d'axes d'évolution. Peut-être si on ne connaît pas l'AI de près, on ne se doute pas. Donc, c'est absolument génial en tout cas. On va demander, il ne nous reste que quelques minutes là, pour conclure. Donc, on va demander à Jean-Michel et à Olivier de se joindre à nous
J'ai juste quelques questions. Déjà, merci pour votre travail, hein, parce qu'on a déjà 11 questions que vous avez répondu. Là, vous avez été prolifique. Donc, c'est bien, c'est l'avantage de pouvoir répondre en direct aux questions. J'ai arrêté mon partage d'écran là, pour qu'on se voit, pour que les spectateurs puissent nous voir un petit peu mieux. Donc, n'hésitez pas dans cette phase, déjà, si vous voulez nous quitter et boire l'apéro, vous pouvez y aller. C'est l'avantage du webinaire par rapport à la salle qui est plus difficile de quitter. Et sinon, de poser vos questions en levant la main. Et puis moi, je pourrais vous activer votre micro le cas échéant. Moi, j'ai juste une première question un petit peu à vous toutes et tous. Mais Jean-Michel a dit, on a un système magnifique qui fonctionne super bien, c'est exceptionnel. Mais qu'est-ce qui fonctionne selon vous vraiment? Et qu'est-ce que surtout, aujourd'hui, ne fonctionne pas ou mal, selon vous, dans notre système d'assurance sociale? Où sont les trous? Puisqu'on part toujours des trains qui arrivent à l'heure, mais non, justement pas. Ceux qui n'arrivent pas à l'heure. Jean-Michel, peut-être. Alors, dans les trous, il y en a notamment un avec l'assurance perte de gain pour les personnes qui ont eu une maladie et elles ont épuisé leur droit au 720 indemnités. Et puis, si elles retrouvent un nouvel emploi, s'il y a une rechute, alors il y a la probabilité qu'elle ne soit pas du tout couverte. Donc là, on a réellement un trou. Et puis, on a effectivement un système qui est magnifique, mais qui est extrêmement compliqué. En termes de coordination, c'est vraiment c'est complexe. Et puis, les personnes qui le sollicitent, eh ben, c'est difficile. On l'a vu avec ton exemple. Natalia, vous voulez rajouter Oui, quelque moi chose? je peux dire aussi, parce que je lis en parallèle vite les questions qui sont venues. Alors, ce qui est souvent aussi, c'est un système vraiment fantastique, j'abonde, c'est cette problématique des fois de coordination, mais il faut aussi se rendre compte qu'on parle d'assurance au fait. Et il ne faut pas être, il faut pas être naïf, mais il y a une réalité, il y a des situations de personnes qui rentrent difficilement dans les cases, on va dire. Et il y a quand même des laissés pour compte, c'est-à-dire il y a des gens, pour différents motifs, soit parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, soit parce que ils avaient leur capacité aussi, ils n'ont pas souvent beaucoup travaillé, soit, enfin pour plein de motifs, je n'ai pas donné d'exemple, il peut arriver que même l'assurance invalidité, malgré l'énorme palette de prestations, fasse une prise en charge relativement limitée. Et c'est difficile pour eux. Et puis les délais d'instruction. Là, j'ai une question sur les durées d'instruction, comme ça, j'y réponds Absolument, pas. oui. Au fait, il y a des situations qui sont extrêmement rapides. Je prends l'exemple, voilà, si même une maladie cancéreuse, ça peut aller très vite parce qu'il y a l'employeur, souvent il collabore parce qu'il a beaucoup d'empathie. On sait que la personne, on va essayer de maintenir l'emploi, donc on va trouver des solutions en entreprise avec un employeur. Tout le monde est collaborant et ça, on peut assez vite faire une prise en charge. Les situations qui prennent le plus de temps, c'est les situations où l'atteinte à la santé hors maladie cancéreuse cette fois est confuse ou pas claire ou multiple, où il faut questionner beaucoup de médecins, des fois des spécialistes, où il y a certains se contredisent, où les durées d'incapacité ne sont pas claires. On a beaucoup de situations comme ça. Et là, l'instruction est beaucoup plus laborieuse et effectivement peut être sur des délais d'instruction longs. Et le pire du pire, c'est quand il faut partir sur une expertise médicale et mandater un expert externe, notamment dans la maladie psychique. Et là, il y a des délais d'attente extrêmement importants. Et c'est une réalité. Et c'est malheureux, mais ça, effectivement, c'est des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps. Donc, le mieux, j'ai envie de dire, par rapport à la question, quand on s'adresse à l'AI, plus on documente d'emblée, quand on met vraiment bien la liste des médecins, on pense à, voilà, et voir, on est derrière on est soutenu par le médecin, dire au médecin, voilà, quand il y a des médecins qui ne répondent pas tout de suite, alors être derrière pour vraiment que le dossier n'ait pas de temps mort, on va quand même gagner du temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une autre remarque sur ce sujet-là. Si ce n'est pas le cas, peut-être, c'est vrai qu'on a le sentiment que nos institutions sociales se sont un petit peu durcies ces dernières années, hein, que ce soit la maladie perte de gain, que ce soit l'AI. Évidemment, il y a des révisions de l'AI qui ont poussé les différents offices à se durcir. Déjà, est-ce que vous le constatez? Peut-être pour Jean-Michel, là, qui a justement ce rôle un petit peu entre les institutions et puis les assurés. Et puis, quelles sont les conséquences de ça, hein? Je parle tant au niveau de la perte de gain maladie que finalement de l'AI. Les décisions au niveau des assureurs perte de gain maladie, on voit des fois des décisions qui nous surprennent, hein, avec des refus ou des décisions d'arrêter l'indemnisation pour certaines personnes, voire même après, il y a une décision de l'assurance invalidité qui reconnaît la personne comme invalide, puis l'assurance perte de gain maintient sa position en disant que pour eux, la personne peut travailler. Et puis là, on est dans des cas qui sont dramatiques parce que finalement, la personne se retrouve
dans un espèce de no man's land, elle a droit à rien. Et puis, du coup, il faut se retourner vers l'aide sociale, vers l'hospice général. Et puis là aussi, c'est une démarche qui est difficile à effectuer pour des personnes qui avaient une activité. Donc là, il y a un super boulot qui est fait dans les centres sociaux, mais concrètement, c'est toujours quelque chose qui est difficile de faire. Il y a les questions de recours, où on retrouve aussi ça. Hein. Effectivement, quand il y a un recours, des fois, il y a des longs délais d'attente. Et puis au niveau du durcissement, oui, il y a effectivement des situations pour lesquelles on voit plus de décisions négatives et puis des choses pour lesquelles il faudrait que la personne ait les moyens d'intervenir au niveau juridique, de pouvoir être soutenue parce que finalement, quand on s'attaque à, je m'excuse du terme, à l'assureur perte de gain, autant être défendu parce que des fois, on arrive sur des choses qui sont extrêmement complexes. Mhm. Oui. Olivier, mettre l'air sur cette question, puis après je passerai la parole à Natalia aussi sur cette question du durcissement, notamment des assureurs perte de gain maladie. Je rejoins le point effectivement de Jean-Michel. C'est des choses qu'on a constatées. C'est également une question qu'on a eue, auquel j'ai pu répondre là dans le cadre des échanges. En fait, les compagnies d'assurance ont durci leur politique de souscription pour des raisons qui sont assez simples. Ils ont de la peine à faire du bénéfice sur ces branches d'assurance. On a effectivement une évolution de la population dans le marché du travail, où les tensions et puis les frictions dans les entreprises avec peut-être des objectifs et puis c'est la vie sociale hein, qui écrase certaines personnes. Donc ça a produit forcément des effets négatifs et la capacité de travail et l'absentéisme a un coût. Les assureurs assument une partie de ces coûts et forcément, comme les assureurs ne sont pas des entreprises bénévoles, Pas toutes, non, pas effectivement. toutes, non. Ouais. Donc certaines se retirent de ce marché ou alors font des offres simplement où elles pensent pouvoir gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Natalia, vous voulez réagir? Oui, le durcissement. Alors, par exemple, en matière AI, c'est vrai que l'AI a été révisée à de multiples reprises. D'ailleurs, là, il y a une nouvelle révision qui va être mise en œuvre au 1er janvier de l'année prochaine, avec d'ailleurs des changements dans les taux de rente que j'ai dit, avec des calculs plus linéaires. Mais globalement, c'est vrai qu'il faut savoir que toute révision d'une assurance sociale comme l'AI, elle se fait toujours dans une logique d'économie. Il faut pas être, ça c'est clair. Et l'économie, la prestation la plus coûteuse pour l'assurance, c'est la rente. Donc, d'un côté, donc avec les années, c'est vrai qu'il y a eu peut-être une étude du droit à la rente beaucoup plus rigoureuse et avec peut-être une augmentation de refus par rapport à des situations bien particulières. En revanche, ce qui fait toujours passer les paquets de révision, c'est que d'un côté, il y a une rigueur peut-être par rapport à l'étude du droit à la rente qui nous est imposée, mais en parallèle, on mise sur des mesures de réadaptation souvent qui s'élargissent. Des prestations nouvelles viennent, etc., où on peut faire vraiment, on nous limite de moins en moins dans le type de mesures de réadaptation à faire. Parce que comme je l'ai dit, la réadaptation répond à une logique d'investissement social, justement. Donc voilà. Mais effectivement, du côté des prestations financières, par rapport aux années 90, début des années 2000, il y a eu quand même une reprise en main. Merci beaucoup. On se réjouit de découvrir cette nouvelle révision de l'AI, effectivement. Ou pas, je sais pas. À voir. Peut-être dernière question, hein, parce que le temps passe et puis vous avez déjà beaucoup travaillé, nos panélistes, là, mais j'ai une question concernant notamment les ressources humaines, parce qu'il y a des gens des ressources humaines là, qui nous voient, qui nous écoutent. Finalement, on a un marché, une situation des assurances sociales qui se durcit. Donc, on a un interlocuteur qui souvent, en tout cas au niveau de la maladie perte de gain, on l'a dit, se durcit. On a de l'autre côté les méandres que Jean-Michel a évoqués. Évidemment, les ressources humaines, là au mieux, quel dispositif, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir jouer leur rôle, ou en tout cas soutenir au mieux le collaborateur ou la collaboratrice dans ces situations difficiles. Qui veut intervenir, Ouais, Olivier? je peux me lancer, Christophe, et puis prendrai la main ensuite. Mais ce qu'on constate aujourd'hui dans les entreprises, c'est effectivement une volonté des ressources humaines de pouvoir accompagner les collaborateurs. En fait, très souvent, on a deux axes. Il y a le premier qui est d'identifier finalement la situation dans l'entreprise. Est-ce que j'ai un climat sain? Et puis finalement, est-ce que je me comporte de la bonne manière pour que les personnes qui sont employées dans l'entreprise puissent produire le fruit de leur travail et puis être performants sur la durée. Et d'abord, voilà, les entreprises essayent d'avoir ces réponses-là
Est-ce qu'ils ont les outils, les éléments? C'est pas toujours évident, chacun a sa propre méthodologie. Et une fois qu'on a une partie de ces réponses, après on doit travailler sur qu'est-ce qu'on en fait. Et les ressources humaines nous demandent très souvent, soit de les accompagner parce qu'ils n'ont pas les ressources simplement à l'interne ou de travailler avec des partenaires et voilà, c'est des choses en fait qui se font de plus en plus. Je pense que ça va devenir la norme. Merci. Jean-Michel, peut-être? D'une manière générale, on voit que les entreprises se préoccupent beaucoup de la santé des collaborateurs et se préoccupent aussi de la santé mentale des collaborateurs. C'est un grand sujet d'actualité. Et puis, peut-être dans la recommandation, je dirais de s'ouvrir au réseau, parce que de ne pas hésiter à rencontrer un réadaptateur de l'AI, de faire une séance avec, parce qu'il y a des pistes qui peuvent émerger, il y a des solutions qui peuvent se mettre en place, puis d'être plusieurs autour d'une situation pour accompagner une personne, on permet d'avoir des idées. Alors, il y a des process qui se mettent en place. Il y avait une question sur le rôle des managers. Alors, je n'ai pas tellement évoqué ça parce que on partirait sur un autre sujet, mais il est central. Il est vraiment essentiel que le manager puisse être vigilant, déjà d'une manière préventive, quand il voit que dans son équipe, quelqu'un ne va pas bien, quand la personne est en arrêt, qu'il puisse garder le contact avec la personne, puis quand elle revient, qu'il puisse l'accueillir et puis faire en sorte que tout soit bien mis en place quand elle revient, puis d'être vigilant pour que son retour se passe au mieux. Là aussi, c'est vrai qu'il y a des sensibilisations à faire aux managers, les RH peuvent le faire, il y a des services qui le font, il y a des choses qui peuvent se mettre en place à ce niveau-là. Et puis, nous, on a mis en place des ateliers, comme ça, on peut avoir aussi des choses plutôt interactives, et puis on parle de cas concrets par rapport à ça. Mais je pense que le principal, c'est vraiment de s'ouvrir au réseau, de ne pas hésiter à rencontrer des partenaires qu'on n'aurait pas imaginé inviter, et puis il y a des pistes qui peuvent émerger. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Michel. Puis Natalia, du coup, votre mot de la fin sur cette question de l'interface à l'interaction avec les RH et les bonnes pratiques de leur côté. Exactement, c'est très important. Et alors, on voit, là, il y a beaucoup de partenariats, et notamment à créer beaucoup de partenariats avec des grands employeurs, à Genève, par exemple, mais dans tous les cantons, il y a, et c'est important, on a des personnes de contact, au fait, à dire vrai, qui, quand ils ont une situation d'entreprise, voilà, tout d'un coup baisse de rendement, ou des questions d'assurance perte de gain, ils contactent chez nous. Les personnes de contact qui sont souvent des réadaptateurs et obtiennent des explications et un accompagnement. C'est plus embêtant pour les petits employeurs qui ne peuvent pas avoir un partenariat privilégié avec l'ensemble des entreprises. Vous savez qu'il y a souvent beaucoup de petites PME. Et là, j'ai envie de dire, il ne faudrait pas hésiter à nous contacter, même à la centrale. Et on va essayer, on peut toujours répondre à des questions, mettre en contact pour essayer on est toujours très attentif aux sollicitations que font les employeurs quand ils se soucient de la santé de leurs collaborateurs. Dans une logique de maintien en emploi, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Ça va, ou en l'occurrence, peut-être se rapprocher de partenaires comme Jean-Michel et SSIE qui, finalement, je pense, jouent un rôle un peu de hub par rapport à Tout à fait. l'AI. Donc, ouais, Très précieux, absolument. ce genre de partenariat également, ouais, très précieux. Ouais. Merci en tout cas beaucoup. Franchement, vous avez été remarquable parce que c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter. Il y avait beaucoup d'éléments techniques que vous avez apportés avec clarté, avec précision, tout en étant dans le storytelling, ce qu'on aime évidemment beaucoup. Donc, un grand merci Natalia, Jean-Michel et Olivier pour votre temps. Merci à vous de nous avoir écoutés. On en termine un petit peu avec ce cycle de webinaires jusqu'à l'été. On reprendra l'année prochaine, à partir du mois de septembre avec Action Margot. Allez voir actionmargot.ch et puis vous allez recevoir tout prochainement un email avec la réponse aux questions des spécialistes du Q&A. On va demander à ces spécialistes peut-être de répondre aux 2-3 questions auxquelles on n'aurait pas répondu avant de vous l'envoyer. Vous aurez également la vidéo, donc le lien vers le replay. Donc en tout cas, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas informé sur la question de l'assurance sociale après la séance d'aujourd'hui. Un tout grand merci, une toute belle soirée et puis à tout bientôt. Merci.